Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani Ouamakaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Comment se porte la diplomatie malienne? Où en sommes-nous avec la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale? Quelle est la position de Tcheblen Dramé, opposition ou majorité? À quoi faut-il s'attendre par rapport au dialogue politique inclusif? Le Grand Dialogue de ce soir reçoit un invité spécial pour répondre à ces questions. Et il s'agit de Tcheblen Dramé, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Je suis Mohamedou Touré, cher invité, auditeurs et téléspectateurs. Vous qui nous suivez en live sur Facebook, bonsoir à tous et bienvenue. Le Grand Dialogue. Alors, la question que se posent beaucoup de Maliens aujourd'hui, Monsieur Tcheblen Dramé, merci d'avoir accepté d'abord notre invitation, c'est êtes-vous encore de l'opposition? Écoutez, l'autre jour, à la réunion organisée par le Front de sauvegarde de la démocratie, signataire de l'accord politique, parce qu'il y a une partie du FSD qui a signé l'accord politique. J'ai dit effectivement que nous sommes la partie de l'opposition qui a accepté de saisir la main tendue du président de la République à travers un accord politique de gouvernance. Je crois que c'est extrêmement important parce que je crois que c'est la première fois dans l'histoire politique du Mali contemporain qu'il y a un accord politique avec une feuille de route, des dispositions précises, et qui lie majorité et opposition. C'est extrêmement important. Et cette feuille de route, en son premier point, parle de l'organisation d'un dialogue politique national inclusif. Nous allons revenir par rapport à ça. Je sais, je vous parle de la feuille. Mais bien sûr que nous sommes de l'opposition. Vous savez, il y a des circonstances historiques particulières dans tous les pays du monde où les fils du pays acceptent de se donner la main. Un peu comme le roi Guézo l'avait dit, que si tous les enfants du pays venaient par leurs mains rassemblées boucher les trous de la jarre percée, le pays serait sauvé. C'est extrêmement important. Le Mali est dans une situation extrêmement difficile. Tout le monde le sait, tout le monde le dit. Avant la signature de l'accord politique de gouvernance, il y avait des grèves de tous les côtés. Des tensions sociales extraordinaires. Le pays est en guerre, il est attaqué par les terroristes dans le gourmand malien. Vous savez, l'autre jour tout près, ils ont posé des engins explosifs. Attendez, vous me posez une question. On va parler des questions sécuritaires. Mais je vous explique le contexte général. Monsieur Dramé, on va revenir sur le contexte. On écoute juste Abdoulaye Berté. On va écouter Abdoulaye Berté qui pose une question par rapport à votre position. Si vous ne me laissez pas parler, c'est pas la peine de m'inviter. C'est pas qu'on vous laisse pas parler. S'il vous plaît, vous me laissez parler. Je suis en train d'évoquer la situation générale du pays à la veille de la signature de l'accord politique de gouvernance. Justement, concernant votre position, pour plus d'éclaircissement, on va écouter Abdoulaye Berté. Écoute-moi bien. Abdoulaye Berté. S'il vous plaît. C'est M. Abdoulaye Berté. Quelle est la ligne politique de Tcheblen Dramé au Mali? Parce que sa position est confuse. Étant à l'opposition et viré directement dans le gouvernement qu'il a critiqué, beaucoup critiqué d'ailleurs. Donc, quelle est sa position? Je voulais qu'il définisse ça. Abdoulaye Berté vous pose une question, vous pouvez l'écouter. Abdoulaye Berté pose sa question. Je vous ai déjà dit ici lors de mon précédent passage que quand on invite les gens, on les laisse parler. Monsieur le ministre, je vous laisse parler, vous avez parlé. Je suis en train de poser une question, c'est mon rôle de journaliste. C'est une invitation ou pas? Abdoulaye Berté pose une question. On écoute Abdoulaye Berté. Attends, c'est une invitation ou c'est quoi? C'est une invitation, monsieur le ministre. Mais c'est quelle façon d'inviter les gens et de ne pas les laisser parler? On vous a invité pour vous poser des questions. Abdoulaye Berté, on va l'écouter. C'est un citoyen qui vous adresse une question. Est-ce que vous êtes là pour répondre aux questions des citoyens? Je suis là pour répondre aux questions des citoyens et à vos questions. Et voici un citoyen qui veut vous poser une question. Je vais vous dire, ce n'est pas une façon de faire. Monsieur, vous me posez des questions, je réponds et vous écoutez mes réponses. Monsieur, j'ai écouté vos réponses et on va écouter un citoyen lambda qui vous pose des questions. Abdoulaye Berté, on l'écoute. C'est M. Abdoulaye Berté. Quelle est la ligne politique de Tcheblen Dramé au Mali? Parce que sa position est confuse.
étant à l'opposition, est viré directement dans le gouvernement qu'il a critiqué, beaucoup critiqué d'ailleurs. Donc, quelle est sa position? Je voulais qu'il définisse ça. Voilà. Vous savez, M. Berthet, je suis dans l'action politique depuis l'adolescence. C'est-à-dire depuis que j'ai l'âge de 16 ans, 17 ans. Et cet engagement pour le Mali m'a conduit à la prison. Pas une prison, pas deux, pas trois. À Bamako, au camp des parachutistes, à Kidal, à Bouressa, à Menaka, à Talatay. Donc je suis engagé pour mon pays. Ma ligne politique, c'est le Mali. Et personne ne peut le démentir. Je suis engagé pour mon pays. Je suis donc dans l'action politique depuis l'adolescence. Et je n'ai pas varié un seul jour. J'ai été opposé à ce régime, à son avènement. Avec mon parti, j'ai été les premiers à critiquer ce régime. Et je l'ai critiqué tout au long du mandat. Nous sommes allés à l'élection présidentielle de 2018. Je suis dans le camp de l'opposition. Je me suis opposé au coup d'État. Personne ne peut dire que ma position est confuse, moi, au Mali, ici. J'ai été député à l'Assemblée nationale. J'étais même dans la majorité à l'époque. Mais avec mon parti, je tenais une ligne critique. Ma position, c'est le Mali. Ma position, c'est la vérité. Il n'y a aucune confusion. Quand il y a eu le coup d'État, nous avons été les premiers à nous dresser contre le coup d'État de 2012. Et nous continuons ce combat-là pour le Mali, pour la démocratie, pour la stabilité de notre pays. Alors, il y a eu une élection présidentielle en 2018. Les résultats ont été contestés par nous, par mon candidat qui s'appelle Soumaïla Cissé et moi-même, et bien d'autres camarades. Parce que comme vous le savez, je ne me suis pas présenté à l'élection présidentielle, j'ai soutenu Soumaïla Cissé. 23 autres se sont présentés à l'élection présidentielle. Moi, je ne me suis pas présenté, j'ai soutenu Soumaïla Cissé. Nous avons continué à nous battre. La situation du pays est devenue extrêmement difficile. Le président de la République, le 14 février, a téléphoné à Soumaïla Cissé pour souhaiter le rencontrer. Ils se sont vus le 26 février. Ils se sont vus à nouveau début mars. Et lors de leur deuxième rencontre, l'idée qu'il y ait une rencontre entre le président de la République et moi a été évoquée. Cette rencontre a été organisée par Soumaïla Cissé. J'ai rencontré le président. Il a dit, le pays est en difficulté, que les enfants du pays se donnent la main. Nous avons dit, bien sûr que nous sommes conscients que le pays est en difficulté. Mais nous avons une condition, c'est le dialogue national, le dialogue politique. Parce que nous le demandons depuis l'avènement du régime après le coup d'État. Dialogue national. Il a marqué son accord. Et nous nous sommes mis en relation avec lui à la suite des actions initiées par les organisations musulmanes. Le 10 février, souvenez-vous, et le 5 avril. Et la démission du Premier ministre Maïga. Nous avons continué les contacts avec le président de la République. Nous lui avons remis des éléments d'un accord politique. Par la suite, nous lui avons adressé une lettre pour formaliser ces éléments d'un accord politique. Nous avons négocié, discuté pendant 11 jours. Il arrivait un moment, un accord politique, comme tout accord, est un compromis entre les positions de ceux qui le négocient. Nous l'avons négocié. Et sur cette base, une partie du FSD a décidé de signer l'accord politique et de participer au gouvernement d'union nationale. Vous dites du jour au lendemain, il est passé de la majorité à l'opposition. Donc vous jetez dans l'eau du fleuve Niger l'accord politique qui a des conditions contraignantes pour ses signataires. Et parmi les conditions contraignantes, il y a le dialogue national qui a été notre demande depuis. Et puis nous voulons contribuer à stabiliser notre pays. Vous savez, les enfants des autres viennent mourir pour nous au Mali ici, pour notre liberté. Les Bangladeshis, les Tchadiens, les Guinéens, les Chinois. Et nous faisons quoi pour que le reste du monde sache que nous prenons la mesure de la gravité de notre pays. J'ai été interrompu par Touré quand j'essaie d'expliquer que le Mali est un pays attaqué de toutes parts. Et que les terroristes sévissent dans le Gourma. On a vu l'exemple l'autre jour quand le car de la SONEF a sauté sur un engin explosif improvisé. Dans
toute notre frontière avec le Niger, dans la région de Ménaka, d'autres terroristes sont en action. Je ne vous parle pas de la situation au nord du Mali, au nord de Tombouctou, ou au centre de notre pays. Mais le monde entier se préoccupe de nous. Que des acteurs politiques trouvent que le moment est venu de s'asseoir ensemble, de parler ensemble, avec le président, avec le Premier ministre, avec la majorité, avec l'opposition, il y a quoi de mal à cela? Vous ne voyez pas même les grands pays du monde, l'Allemagne, où opposition et majorité se mettent ensemble pour gérer leur pays? L'Italie, où il y a aujourd'hui seulement opposition et majorité, mais partout dans le monde, le Niger à côté de nous. Ça permet l'opposition de poser une question, et la majorité se sont mis ensemble et gèrent leur pays. Dramé, et vous nous dites à nous que nous sommes, que du jour au lendemain, nous sommes passés à quoi? Monsieur Dramé, vous êtes ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Vous dites que vous n'êtes pas de la majorité présidentielle. Vous dites être de l'opposition. Pourtant, certains membres de cette opposition estiment que vous n'êtes pas membre de l'opposition. Alors, quelle est votre position? Êtes-vous abandonné aujourd'hui? Non, pas du tout. Vous voyez bien que le Front de sauvegarde de la démocratie, signataire de l'accord politique, est composé de partis politiques responsables, respectés, sérieux, d'associations et de personnalités qui n'ont absolument rien à envier à que ce soit en termes de patriotisme et d'engagement pour le Mali. Ensuite, il n'appartient à personne de décréter qu'un tel est de l'opposition, un tel ne l'est pas. Personne ne peut dire... Parce que moi, je suis dans un groupement, eh bien, nous, on est l'opposition, les autres ne le sont pas. Moi, je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas de l'opposition. Il y a certains, parmi les plus actifs parmi eux, dont les partis ne sont pas enregistrés à l'opposition à l'Assemblée nationale, qui ne sont pas allés à l'administration territoriale pour dire qu'ils sont dans l'opposition. Mais moi, je ne dis pas qu'ils ne sont pas de l'opposition. Il ne me revient pas de dire que quelqu'un est dans l'opposition ou il ne l'est pas. Sinon, ils ont invoqué les textes. Ce n'est pas une question de texte. Nous sommes dans une situation historique particulière, grave. Donc notre pays est dans des difficultés. Donc l'application des textes n'est plus d'actualité quand on est dans une situation particulière. Ceux qui disent, ceux que vous considérez comme opposants, si vous allez à l'Assemblée... Je ne considère personne comme opposant. Je pose des questions. Je vous dis, il y a ceux que vous considérez comme opposants, M. Touré. Si vous allez à l'Assemblée nationale, vous allez vous rendre compte qu'ils ne sont pas tous enregistrés à l'opposition. Donc si c'était les textes, vous allez leur dire qu'ils sont en contrevention avec les textes. Vous allez à l'administration du territoire, vous allez vous rendre compte qu'ils ne se sont pas enregistrés là-bas aussi comme opposition. Parce que tout simplement, il n'y a pas longtemps, ils étaient dans la majorité, ils étaient dans le gouvernement. Mais personne ne leur reproche ça. Et on vient nous dire, non, vous êtes quoi? Non, je dis, le Front de sauvegarde de la démocratie est un regroupement politique de l'opposition qui a signé un accord politique de gouvernance pour contribuer à stabiliser le pays, à sauver le pays. Jugez-nous. Si vous demande sur Facebook si vous avez trahi vos amis de l'opposition. Mais non, il faut cesser de parler comme ça. C'est pas moi, vous savez, comme je vous l'ai dit, je suis dans l'action politique depuis l'adolescence. Je n'ai pas varié un seul instant. Mes convictions sont à leur place. Engagé pour le Mali, engagé pour la vérité, engagé pour la démocratie au Mali, engagé pour la stabilité du Mali. Je suis dans ce combat-là. Ça m'a coûté ce que ça m'a coûté dans le passé. Je vous l'ai dit, la prison au Kampara, la prison à la maison d'arrêt de Bamako, la prison à Kidal, à Bouressa, dans l'Adrar, à Menaka, à Talatay, ainsi de suite. Je n'ai pas varié un instant et je n'ai pas l'intention de varier. Il faut cesser de parler comme ça. Vous avez trahi, vous êtes ceci. Mais ceux qui disent ça, de quel droit ils peuvent se permettre de parler de cette manière-là? Je vous dis, je m'engage pour mon pays. Ensuite, jugez mon action. Justement, il pose une autre question. Il dit, j'aimerais demander, M. Dramé, si vous devez juger la gouvernance de IBK de son arrivée au pouvoir à aujourd'hui, quelle appréciation faites-vous de cette gouvernance? Arrêtez de se faire peur. Arrêtez de jouer à regarder dans le rétroviseur. Quand il s'est agi de critiquer la gouvernance d'IBK, ce n'est pas celui qui pose cette question qui m'a demandé de la critiquer. Ce n'est pas vous qui m'avez demandé de critiquer cette gouvernance. Ou bien c'est vous qui me l'avez demandé. Mon parti l'a fait souverainement. Et je l'ai fait comme cela se doit, comme un opposant doit le faire. Quand je me suis opposé au coup d'État, ce n'est pas celui qui pose cette question qui m'a demandé de m'opposer au coup d'État, de prendre des risques. Quelle est l'appréciation que vous faites de la gouvernance d'IBK depuis son arrivée au pouvoir? Je vous dis, j'ai critiqué cette gouvernance-là pendant 5 années. J'ai soutenu le candidat Soumaïla Cissé. Il y a eu une crise post-électorale. Il y a eu des tentatives pour rapprocher les deux. Ils se sont parlé. Nous avons convenu de quelque chose.
Alors, dites-moi, quelle appréciation je fais du gouvernement d'Ibeka depuis l'accord politique de gouvernance? Je vous dirais, je suis là-dedans avec un de mes amis, Oumar Diko, opposant s'il en est, ministre du dialogue social. Un engagement pour le Mali, une détermination totale de tous les jours. Par ses efforts, par les efforts du gouvernement, du Premier ministre, il a réussi à calmer la tension sociale. Mais il n'y a que vous qui ne voyez pas qu'il y a apaisement dans le pays. Il n'y a que vous, s'il vous plaît, vous me laissez terminer. Laissez-moi terminer. Monsieur Dramé, il n'y a que vous qui ne voyez pas. Vous avez parlé de partis politiques. Mais ça, c'est quelle façon de fonctionner? Vous avez parlé de partis politiques. Il y a certains qui se posent la question pourquoi, depuis que Tchèblin Dramé est nommé ministre, on voit rarement des critiques de la part du parti pour la Renaissance nationale, Parena. Je vais vous inviter encore une fois à me laisser parler quand vous me posez des questions. Monsieur, et surtout, monsieur à le terminer ministre, ce que je dis. des questions et des réponses. Votre façon de faire n'en est pas une. Non, ma façon de faire, c'est moi le journaliste, c'est à moi de les déterminer. Monsieur Dramé, j'ai posé une question tout de suite. C'est certains qui pensent que pourquoi le Parena... On voit rarement le Parena faire des critiques depuis que le Tchèblin est nommé ministre. Pourquoi? Mais franchement, vous qui relayez cette question, le Parena est au gouvernement. Le Parena n'est plus dans l'action critique. Donc le Parena n'est plus opposant. Si. Le Parena est toujours dans l'opposition. L'opposition critique, n'est-ce pas? S'il vous plaît, laissez-moi avancer sur l'essentiel. Arrêtez ça. Mais arrêtez. L'opposition, s'il vous plaît. L'opposition, son rôle, un de ses rôles, c'est de critiquer. Vous dites que le Parena n'est plus dans le rôle de critiquer. Il se trouve que l'opposition Parena, l'opposition PSP, l'opposition PDS, l'opposition PJD, que l'opposition composée de plusieurs autres partis politiques et de personnalités a aujourd'hui la main à la pâte, a la capacité d'agir et d'améliorer les choses pour le Mali, de relever le Mali, de contribuer à l'image du Mali, de rendre aux Maliens leur fierté à travers la politique extérieure du pays. Bien sûr, pour vous, ça, c'est rien. Parce que vous êtes dans une position négative et totalement négativiste. C'est rien. Ce que moi, je ne dis rien. Je vous le pose parce que votre façon de faire, c'est pas du journalisme. Nous sommes en train de parler de la gouvernance. Parlons maintenant de la deuxième partie. Diplomatie, sécurité et paix. Comment se porte la diplomatie malienne, monsieur le ministre? Je vais vous dire, moi j'ai été journaliste. Cette façon de faire là, c'est pas du journalisme. Laissez-moi vous le dire. C'est pas la première fois que je vous le dis sur ce plateau, je l'aurais dit. C'est pas à vous de juger si je suis journaliste ou si je fais du journalisme. J'ai pas dit que vous n'êtes pas journaliste. J'ai dit que votre façon de faire n'est pas du journalisme. Comment se porte la diplomatie malienne? Je suis en train de vous dire que depuis le gouvernement du demain, date de signature de l'accord politique, il y a des réels efforts qui sont en cours. Que la gouvernance du pays s'est améliorée de façon incontestable et que nous ne critiquons plus parce que nous avons la possibilité d'agir, d'améliorer les choses, de faire en sorte que les choses aillent dans la bonne direction. Je vous ai pris l'exemple de Oumar Diko, ministre du Dialogue social. Je vous prends maintenant... La question, elle est précise, monsieur le ministre. Comment se porte la diplomatie malienne aujourd'hui? Vous imaginez bien que je n'ai aucune peine à répondre à une telle question. Allez-y. Pour la simple... Non, vous imaginez bien que je n'ai aucune peine. Attendez, s'il vous plaît, c'est important de respecter ceux qui vous écoutent et ceux qui vous regardent. Si vous ne les respectez pas, ça ne va pas. C'est pour ça qu'on vous invite pour répondre à leurs questions. Non, ce n'est pas une façon de faire, encore une fois. Vous imaginez bien... Comment se porte la diplomatie malienne? Mais arrêtez vos façons de faire. Vous imaginez bien que je n'ai aucune gêne à répondre. Monsieur le ministre, comment se porte la diplomatie malienne? Vous voyez comment vous faites? Vous faites de l'obstruction. Ce n'est pas de l'interview, mais on peut y aller. Vous faites de l'obstruction. Comment se porte la diplomatie malienne? Vous faites de l'obstruction, monsieur Touré, mais ce n'est pas un problème. Je dis, vous imaginez que je n'ai aucune peine à répondre à la question sur la santé de la diplomatie malienne. Vous pouvez vous poser cette question, mais les Maliens sont satisfaits de la façon dont leur diplomatie est menée. Les Maliens sont satisfaits de la façon dont la fierté nationale de notre pays est restituée à travers notre politique extérieure. Les Maliens sont satisfaits du réveil de notre politique extérieure, de l'engagement, de la conviction, de la foi qui s'y trouve. Ça, c'est incontestable. Alors, donc, je suis à l'aise pour vous répondre. Cette diplomatie, ça commence bien depuis 4 ans. Et c'est dans la foulée des actions. Et ne me dites pas, parce qu'un journaliste m'a dit, quelle est votre recette? Je n'ai pas de recette. Il n'y a pas
de dimension personnelle dans cette action. Moi, je ne vous c'est une poserai dimension pas quelle est votre collective. recette. Je voudrais savoir, c'est une dimension le ministre, collective. Vous dites que la diplomatie malienne se porte bien. Concrètement, en quoi est-ce que la diplomatie malienne aujourd'hui se porte bien? D'accord, j'espère que vous me laisserez parler avant la fin des 40 minutes. J'espère que vous me laisserez parler, chers journalistes, obstructeurs. N'est-ce pas, que vous me laisserez parler avant. Je suis en train de vous expliquer en quoi la diplomatie malienne se porte bien et qu'il est loisible. Cette question même, vous devez la poser aux Maliens. Il vous est loisible de constater que les Maliens sont satisfaits de leur politique, de la politique extérieure de leur pays. Il vous est loisible de constater que les Maliens voient que leur pays est défendu, que les Maliens de l'intérieur et de l'extérieur sont aujourd'hui contents de la façon dont la politique extérieure se mène. Parce que dans les organisations internationales, sur la scène internationale, nous défendons le Mali. Parce que nous défendons la souveraineté nationale de notre pays, ici et à l'extérieur. Nous faisons en sorte que les symboles de la souveraineté de notre pays, de la République, soient respectés par tous. Ce pays était tombé en 2012, vous le savez très bien, à la suite du coup d'État, à la suite de l'occupation, à la suite de la défaite que nous avons connue. Et ce pays se relève peu à peu. Et aujourd'hui, nous avons une action internationale qui est respectée. Vous ne voyez pas le nombre de délégations qui viennent à Bamako? Vous ne voyez pas comment le pays brille sur la scène internationale aujourd'hui? De toutes les façons, il ne m'appartient pas de dire que le miel est doux. Je préfère laisser ce jugement-là aux Maliens. Prenez un de vos auditeurs ou un de vos internautes sur cette question-là, il vous dira ce qu'il y en a. C'est eux justement qui posent cette question sur Facebook, M. Dramé, pour savoir est-ce que vous avez des exemples concrets par rapport à la diplomatie malienne quand vous dites que tout se passe bien au niveau de la diplomatie malienne? Alors, monsieur le ministre, il y a Hamadou Koulibaly qui demande maintenant que vous êtes au niveau du gouvernement, quelle est votre vision réelle pour l'accord de paix signé à Bamako, issu du processus d'Alger, ensuite pour l'apaisement réel de la crise au nord et au centre du pays? Ma vision, vous posez deux questions, s'il vous plaît. J'espère que vous me laisserez répondre. C'est Hamadou Koulibaly qui pose les deux questions. Allez-y. Vous relayez deux questions, si vous ne les avez pas posées. Vous relayez deux questions. Ma vision n'a pas changé pour ce qui concerne le processus de paix et de stabilisation de notre pays. J'ai publié un document au moment de la signature de l'accord de paix et de réconciliation, intitulé « Au-delà d'Alger ». Avant de le publier, je l'ai envoyé au président de la République, au chef du gouvernement d'alors, au ministre des Affaires étrangères, au président de l'Assemblée. Je l'ai envoyé à tous les gouvernements voisins et aux principales ambassades à Bamako. Au-delà d'Alger, j'ai considéré que l'accord signé à Alger est une étape de la quête de paix et de stabilité au Mali, mais que son appropriation nationale est nécessaire. Je n'ai pas varié sur cela. Et je suis heureux de constater que l'accord politique de gouvernance, le second point, le premier, je vous l'ai dit, c'est le dialogue national. Le second point, c'est l'accord pour la paix et la réconciliation. Mais l'accord politique en parle en termes d'appropriation nationale de l'accord signé à Alger. Et c'est cette appropriation nationale qui va se faire pendant le dialogue politique inclusif qui aura lieu dans quelques semaines. Donc vous voyez que je n'ai pas varié, moi. Lisez ce document qui date de mai 2015. Au-delà d'Alger, il est intitulé. Il dit, c'est une étape importante, ce qui s'est passé à Alger, dans la quête de paix et de stabilité, mais qu'il faut son appropriation nationale. D'ailleurs, l'accord d'Alger s'appelle « Accord pour la paix et la réconciliation nationale ». Cela veut dire que les Maliens doivent mobiliser les énergies pour s'approprier, parce que quand même c'est notre pays, c'est notre processus. Nous serons à la fin du jour les bénéficiaires de l'action de réconciliation nationale et de paix. Donc, c'est un accord pour la paix et la réconciliation nationale, ne l'oublions pas. Donc, je n'ai pas varié. Vous me dites maintenant le centre. Je dis, et tout le monde m'entend le dire, y compris au nom du Mali, que la crise du centre, c'est le prolongement de la crise du nord. C'est quand le Moujao a occupé Gao, et il a étendu, le Moujao, c'est le mouvement pour la justice et l'unicité en Afrique de l'Ouest. Il a étendu cette
domination à une partie du centre, Douanza et autres. Quand il y a eu l'intervention franco-africaine, les principaux dirigeants du Mojao ont disparu. Ils ont quitté, ils sont partis. Ils ont laissé les conséquences de leur occupation. Et je constate également que quand nous sommes attaqués à Djoura, à Sumpi, c'est le plus souvent par des colonnes venues du nord du pays, par des commandants des groupes non signataires de l'accord qui viennent nous attaquer. Il n'y a pas plus grande manifestation il m'arrive souvent de dire la gémellité, le fait que c'est jumeau, du prolongement. La crise du centre, c'est le prolongement. Et on voit la façon dont les terroristes exercent une pression sur les communautés pour les amener à s'affronter, pour mettre fin à cette coexistence pacifique. Donc pour gérer cela, il faut bien entendu une action militaire résolue, ce que font nos FAMA, auxquels je rends un vibrant hommage. Voyez-vous, ils sont sur la brèche depuis 2012. Depuis le déclenchement de la rébellion, nos forces sont sur la brèche. Vous connaissez beaucoup d'armées qui sont 7 années durant sur la brèche. Les nôtres sont sur la brèche. Ils font face, ils défendent le pays. Toutes nos forces de défense et de sécurité, il faut les saluer. Je dis qu'à côté de cela, une approche politique est indispensable. Et le gouvernement de l'accord politique a créé un cadre politique de gestion de la crise du centre pour prendre en compte l'ensemble des dimensions. Donc vous voulez savoir, votre correspondant veut savoir ce que je pense de la crise du centre. Voilà, c'est ce que je pense de la crise du centre. Est-ce que l'accord pour la paix et la réconciliation va être révisé? Il ne m'appartient pas de dire qu'il va être révisé. Il a été signé par le Mali sous garantie internationale. Mais cet accord prévoit en son article 61, je crois, les conditions éventuelles de sa révision. Mais cela ne m'appartient pas de le dire. Je suis membre du gouvernement de la République aujourd'hui. Je défends les positions de l'État malien sur l'ensemble des questions. Certains estiment qu'il y a des discussions par rapport à cette révision de l'accord au sein du gouvernement. Est-ce vrai? Je ne suis pas au courant. Je ne suis pas en mesure de confirmer votre information. Alors, on va écouter Yacouba Keïta de Tombouctou sur l'évolution de l'accord et votre position. Et moi, c'est Yacouba Keïta. Je suis comptable de formation. L'accord, là, c'est à quel niveau? Ça fait à peu près 5 ans. Et plus de 3 ans, c'est signé. Mais toujours, il n'y a pas l'évolution, quoi. J'aimerais savoir là où on est maintenant. Maintenant, la deuxième question que j'aimerais poser au ministre des Affaires étrangères, c'est de savoir pendant combien d'années, lui, il n'a fait que critiquer le régime. Aujourd'hui, il est aux manœuvres. Maintenant, il n'arrive pas à poser même des bons actes. Pourquoi il a quitté l'opposition pour le régime là, quoi? C'est ce que j'aimerais savoir, quoi. Merci beaucoup, Yacouba Keïta Tombouctou. Vous avez dit... Non, je pense qu'il est exagéré de dire que l'accord là, ça n'a rien donné. La première conséquence de l'accord, c'est que depuis sa signature, les forces gouvernementales et celles des groupes signataires ne se sont pas affrontées. Ça, c'est déjà ça. Il y a un régime de cessez-le-feu en place. Mais ce n'est pas tout. L'accord a prévu que les forces, les FAMA et les combattants des groupes du Nord se retrouvent dans un mécanisme opérationnel de coordination, le MOC. Et un DDR accéléré vient de donner des résultats concrets. Plus de 1000 éléments FAMA et combattants, ex-combattants des groupes signataires de l'accord ont subi pendant plusieurs mois une formation commune, vivant dans les mêmes dortoirs, mangeant le même ordinaire, saluant le drapeau matin et soir, le drapeau national, se tenant debout, droit, quand l'hymne national est entonné. Et cette armée nationale reconstituée, qui est le premier, c'était l'embryon de l'armée nationale reconstituée. Ces unités seront déployées certainement très prochainement là où il le faut. C'est l'état-major qui va en discuter. Donc on ne peut pas dire que ça n'a rien donné, que l'accord n'a rien donné. L'accord est signé il y a 4 ans. Nous aurions tous aimé qu'il produise des effets plus importants que ce qui a été produit, mais on ne peut pas dire que ça n'a rien donné.
cher Yacouba, vous êtes à Tombouctou, vous devez bien le savoir. Deuxièmement, il n'y a pas que cela. Il y a bien d'autres aspects des effets, les retombées de cet accord-là. C'est que la communauté internationale, garante de la signature de l'accord, veille à ce que les différentes parties maliennes qui ont signé cet accord non seulement poursuivent le dialogue intermalien, mais respectent les engagements pris à Alger et signés à Bamako en mai et juin 2013. On ne peut pas dire ça. Maintenant, il revient sur le fait que vous avez critiqué le régime. Maintenant, oui, j'ai critiqué le régime en tant qu'opposant. En tant qu'opposant avec Oumar Diko, avec Djibril Tal, avec les principaux leaders des organisations qui composent le FSD signataire, nous avons décidé de signer un accord et de participer à l'action gouvernementale. Moi, je vous invite, au-delà du fait que vous avez critiqué, vous pouvez imaginer que quelqu'un qui participe à un gouvernement, qui a la possibilité d'agir, de rencontrer le Premier ministre chaque matin, de rencontrer le président chaque jour, de rencontrer les autres ministres pour faire avancer les choses, cette personne a-t-elle besoin de faire des critiques? Franchement, nous sommes entre nous. Il se ka fin labɛn i bɛ se ka taa ɲɛmɔgɔw fɛ yen nɔ k'a yir'u la nin bɛ sen na nin ka ɲi nin man ɲi an ka kɛ nin cogo la e b'a ta kɛ an ka to olu ka kuma kɛ c'est-à-dire il y a ceux qui ont décidé de ne pas participer à ça peuvent continuer à critiquer, mais ce ne serait pas compréhensible que des ministres qui sont au gouvernement, qui sont écoutés, se mettent à critiquer. Mais ça, c'est que l'action, c'est compréhensible qu'un ministre également du gouvernement soit de l'opposition. Mais si, je vous dis, vous ne voulez pas évoluer sur cela, continuez à poser cette question-là. À quand la présence ça que vous souhaitez de le l'État faire, à Kidal? Si vous voulez faire de l'obstruction, continuez. À quand la présence effective de l'État à Kidal? La présence de l'État à Kidal a déjà commencé. Vous avez les directeurs régionaux de plusieurs services sociaux de base qui sont déjà à Kidal. Le gouverneur est là-bas, le drapeau y est, ce n'est pas assez, il faut l'intensifier. L'armée nationale reconstituée dont je vous ai parlé tantôt, qui vient de sortir, il y a 48 heures je crois qu'ils sont sortis, dont la cérémonie d'ouverture a été organisée à Bafo. Ces unités, plus de 1000 hommes, vont être déployés. Le drapeau national, l'hymne national sera entendu à nouveau à Kidal, parce que l'armée nationale, avec des galons maliens, des grades maliens, avec des uniformes maliens, y compris les éléments des groupes des combattants qui ont signé l'accord. Cette présence effective, elle est prévue pour quand? Ça va. D'abord, je vous ai dit, des fonctionnaires de l'État malien sont déjà présents à Kidal. C'est dommage que ce n'est pas connu. C'est dommage que vous n'allez pas faire de reportage là-bas. Or, vous pouvez le faire. C'est dommage que d'autres médias, types de médias, ne vont pas faire de reportages. Est-ce que vous l'avez annoncé, le gouvernement? Je pense que le gouvernement doit faire effectivement un effort de communication. Le président qui parlait à la télé hier, dans une interview, a souligné la nécessité d'amplifier la communication et l'information. Alors, je vous l'annonce, puisque vous croyez que ça n'a pas été fait, il y a à Kidal les représentants de plusieurs services sociaux de base. Il y aura bientôt à Kidal des unités de l'armée nationale reconstituées. La radio de Kidal, l'ORTM de Kidal, comme l'ORTM de Kidal, reviendra sous peu, Inch'Allah, dans le giron de l'Office de radio et de télévision du Mali. On va écouter Aboubakari Fane qui a une question pour vous. Moi, je suis Aboubakari Fane, je suis enseignant à Koutiala. Monsieur le ministre, maintenant, je voudrais demander comment le ministre arrive à travailler avec ce gouvernement dont les points de vue et de gérance du pays ne sont pas les mêmes. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question est que maintenant, je voudrais que les Maliens veulent un éclaircissement si réellement la communauté internationale n'a pas une pression énorme sur l'État malien par rapport à la situation de Kidal. Ça, c'était mes deux questions. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais vous dire que je travaille et à l'aise parce que notre référence, c'est bien entendu la Constitution, mais c'est aussi l'accord politique de gouvernance que nous avons négocié et signé, et dans lequel je me reconnais totalement. Et ce sont les actions prévues par l'accord politique de gouvernance qui sont en train d'être mises en œuvre. Ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas entrés sans principe.
nous sommes entrés sur la base de principes clairs, d'un texte très clair, qui est un accord, qui prévoit une feuille de route, que cette feuille de route prévoit organiser le dialogue, appropriation nationale de l'accord de paix, résoudre de l'accord de paix, résoudre la crise du centre, etc., etc. Il y a plusieurs. Relisez-le, vous allez voir. Donc nous ne sommes pas entrés sans principe, sans base. C'est ce qui fait c'est notre boussole, ce sont nos balises, et nous travaillons, nous sommes à l'aise. Et je vais même dire, le président et le Premier ministre nous écoutent. Parce que l'opposition a quelque chose à apporter à la marche du pays, à la stabilisation du pays, à l'apaisement des tensions dans le pays, au relèvement du Mali, à l'amélioration de l'image du Mali sur la scène internationale. Donc, de ce point de vue, il n'y a aucun problème. Maintenant, vous dites la communauté internationale. Vous savez, les pays, je crois que c'est un homme d'État français qui a dit que les pays ont leurs intérêts, quelque chose de ce genre-là. Nous devons nous organiser. Ce qui nous manque le plus, c'est le rassemblement national, c'est l'unité nationale, c'est l'union nationale autour de notre pays. Je le dis encore une fois, il y a des jeunes comme vous, chers frères de Koutiala, chers frères de Tombouctou, etc., d'autres pays, du Bangladesh, en Asie, du Tchad, de la Guinée, du Togo, qui ont pris et qui prennent le risque de mourir pour le Mali, pour notre liberté. Donc, de notre côté également, montrons au reste du monde que nous savons nous rassembler quand c'est nécessaire. Est-ce qu'il y a une pression de la communauté internationale? Bien entendu, quand vous signez par exemple un accord de paix et que vous avez des garants, des témoins qui le signent, et ils veillent pour dire attention, faisons cela, faisons cela, faisons cela. Cette communauté internationale a pris récemment des sanctions contre ceux qu'elle estime être des obstacles au processus de paix et de stabilisation. Je précise que ces sanctions ne sont pas contre le Mali. Il faut bien le savoir, que le régime de sanctions édicté par le Conseil de sécurité au même prix à Washington n'est pas dirigé contre le Mali, contre l'État du Mali, loin s'en faut. Ce sont des sanctions individuelles sur la base d'enquêtes menées par le gouvernement américain ou par les experts du Conseil de sécurité, c'est important. Donc, je veux dire que la communauté internationale veille, si elle veut effectivement amener à faire en sorte que les engagements pris soient respectés, si elle pense que le processus de paix est poussif, est lent, ben, elle tire la sonnette d'alarme. Est-ce que c'est elle qui empêcherait, selon certains, la présence effective de l'État malien à Kidal? Non, on ne peut pas dire ça. Parce que le retour de l'État malien à Kidal est déjà dans l'agenda de la mise en œuvre de l'accord. Qu'est-ce qui empêche cette présence effective là maintenant? Mais je vous dis, nous avons pris des engagements à Alger. Et parmi ces engagements, il y a la nécessité qu'il y ait une armée nationale reconstituée, reposant sur la diversité. En d'autres termes, que ceux qui ont pris les armes contre leur pays à un moment donné, qui ont accepté de renoncer à leurs revendications séparatistes, c'est bien le cas, et ils ont renoncé à ça depuis Ouagadougou. Depuis l'accord préliminaire de Ouagadougou, ils ont signé l'intégrité du territoire, l'unité nationale, la forme laïque et républicaine de l'État. Ne n'oublions pas, chers frères et sœurs, que l'accord d'Alger dont on parle prévoit l'intégrité du territoire, prévoit l'unité nationale. C'est au nom de la souveraineté du Mali sur l'ensemble de son territoire que je veille, que le gouvernement veille, que le chef de l'État veille, que le drapeau national soit respecté partout, que l'hymne national soit respecté et salué par tous les Maliens et tous ceux qui vivent au Mali. Donc c'est au nom des engagements que nous avons pris que cela se passe. Donc, honnêtement, je crois que le retour de l'État à Kidal, dans la région de Kidal, est déjà, si l'on peut dire, dans les pipelines. C'est inscrit, c'est en marche. Il faut reconnaître qu'à un moment donné, nous avions perdu Kidal. Il faut le reconnaître. Et que le processus de réunification va prendre du temps, prendra du temps, a déjà pris du temps, mais prendra encore quelque temps. Mais plus personne ne conteste la souveraineté de l'État malien sur Kidal. Plus personne ne conteste que Kidal est partie intégrante du territoire malien. Plus personne ne conteste que l'administration
malienne retourne à Kidal, que les FAMA retournent à Kidal. Plus personne ne le conteste. Ni la SEMA, ni aucun Bien autre sûr, groupe. par leur signature à Bamako ici sur l'accord d'Alger, ils reconnaissent cette souveraineté-là. D'accord, il y a son excellent Sang sur Facebook qui demande pourquoi le ministre ne demande pas à la Russie d'intervenir rapidement au Mali. Ça ne se passe pas comme ça. Vous savez, nous sommes un pays, nous veillons à notre souveraineté. C'est ce qui m'a amené à aller en Russie, à Moscou en mois de juin. Et c'est un voyage d'ailleurs qui était prévu avant mon arrivée au ministère des Affaires étrangères. Il faut le comprendre, cela veut dire. Donc, quand je vous dis qu'il n'y a pas d'initiative personnelle, il n'y a pas de recettes personnelles, il y a là une logique, une continuité. Vous allez parler avec nos amis russes, parce que ce sont nos amis. Nous avons une longue relation avec la Russie. Quand vous savez le nombre de cadres maliens formés par la Russie, en Union soviétique avant, à Moscou comme ailleurs, le nombre de cadres militaires formés, les équipements de notre armée, certaines des usines installées dans ce pays, c'était la Russie. Donc, nous voulons ramener nos relations avec la Russie au niveau où elles étaient dans les années 60. Et nous avons pris cet engagement-là. Le ministre Lavrov et le vice-ministre Bogdanov, avec lesquels nous nous sommes entretenus pendant une journée à Moscou, sont dans la même disposition d'esprit. Ils viennent d'envoyer un ambassadeur à Bamako qui s'appelle Gromyko. Et comment développer une coopération militaire étroitement avec celle de la France, ou faut-il rompre avec celle-ci? Non, il n'est pas question de rompre avec la France. La France est un pays ami qui a joué un grand rôle. Comment donc vous allez... Dans la libération du Mali. Mais le Mali est un pays souverain. Nous essayons de nous ménager une marge de manœuvre tout en ayant les meilleures relations avec la France. Nous développons des relations avec la Russie, avec la Chine, avec le Japon, avec l'Arabie Saoudite. Si la France s'oppose à cette coopération avec la Russie, est-ce qu'elle va se faire? Je ne vois pas de raison pour lesquelles la France s'opposerait à ce qu'un pays souverain comme le Mali développe des relations avec d'autres pays. Il n'y a pas d'exclusivité, n'est-ce pas, de monopole dans cette matière internationale. Les pays sont libres de développer les relations qu'ils veulent. Mais nous, encore une fois, nous avons avec la France des relations d'amitié très étroites. D'ailleurs, le Premier ministre, chef du gouvernement, sera reçu à l'Élysée et à Matignon le 10 septembre prochain, donc la semaine prochaine. Ça vous donne une idée de la qualité de nos relations avec ce pays qui a joué un rôle instrumental dans la libération du Mali en 2013. Ne l'oublions pas, et qui participe à la lutte antiterroriste à travers la force Barkhane. Concernant le dialogue politique inclusif, à quoi faut-il s'attendre avec une partie de l'opposition qui dénonce déjà la forme? Bon, d'abord, je ne vois pas pourquoi la forme, il y a une dénonciation. Il y a un dialogue national, que tous les enfants du pays se retrouvent, qu'ils parlent, qu'ils fassent le diagnostic de la crise malienne, ou si vous voulez des crises maliennes, qu'ils proposent des solutions. Je ne vois pas pourquoi on s'opposerait à cela. Mais des efforts, nous allons continuer à se parler. Personne n'a dit encore qu'il n'irait pas au dialogue national. Les gens font des critiques, les gens font des propositions, les gens expriment des réserves, des inquiétudes, à savoir est-ce que la parole sera libre, qu'est-ce qu'on va faire des conclusions. Or, les conclusions sont connues. C'est dans l'accord politique, encore une fois, je vous ramène là, les conclusions seront mises en œuvre. Il y a même un comité de suivi des conclusions de l'accord politique qui sera également mis en œuvre. D'accord, on va écouter juste Yaya Dambélé pour cette dernière question. Moi, je m'appelle Yaya Dambélé. J'aimerais savoir si réellement Tchéblé Dramé, ministre des Affaires étrangères, a reconnu officiellement le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, comme le président du Mali. Je vous remercie beaucoup. J'ai dit oui, et ce n'est pas seulement, ça ne date pas de mon entrée dans le gouvernement. Vous savez, quand nous nous sommes rendus, nous avons rencontré le président en février et au mois de mars. Nous ne l'avons pas rencontré dans un domicile privé. Était-ce pour rentrer dans le gouvernement que vous l'avez accepté? Mais non. D'abord, vous voyez, Soumaïla Cissé n'est pas entré dans le gouvernement, mais il est allé à Goulouba
le 26 février rencontrer IDK. D'accord, donc, merci. Par ce acte-là, je veux dire que par cet acte-là, c'est une reconnaissance du président parce qu'on ne l'a pas rencontré au domicile de Touré. Merci Tchéblin Dramé, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, qui était l'invité spécial du grand dialogue de Studio Tamani de ce soir. Merci Monsieur le ministre. Vous nous écoutiez sur 78 radios à travers le pays et 3 télévisions en live sur Facebook. À la régie audio et vidéo, Mamadi Keïta et Gagné Kanté. Je suis Mohamedou Touré. À demain pour un prochain numéro du grand dialogue de Studio Tamani. Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.